Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au CDI, je suis Rémi Gudin. Charlotte Bornand. Et nous sommes donc avec Monsieur Pouzel pour discuter du soft power en partenariat avec l'éclaireur et Youngster. Je vous laisse vous présenter. Alors, Monsieur Pouzol, professeur d'espagnol au lycée des Eaux Claires et docteur en civilisation latino-américaine et art visuel. Je vais échanger avec vous aujourd'hui autour de la notion de soft power. Autour de la notion de soft power, donc pouvez-vous nous présenter les grosses lignes de cette notion pour commencer ? Alors, le concept de soft power, en fait, a été théorisé dans les années 90 par un Américain qui s'appelle Joseph Nye. La prononciation en anglais, j'en suis pas certain, mais à peu près N-Y-E. Mais c'est une notion qui existe en fait dès à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont conscience qu'ils ont volonté d'exporter leurs valeurs qui sont fondées sur la liberté et qui vont rentrer dans une logique d'opposition au bloc communiste avec le commencement de la guerre froide. Donc, dès les années 70, ce concept commence à émerger, mais Joseph Nye va le théoriser concrètement dans les années 90 en faisant la promotion du soft power. C'est-à-dire, l'objectif était de conserver l'hégémonie américaine, mais au lieu de passer par le pouvoir des armes et de l'argent, qui correspond au hard power, ils ont conceptualisé le soft power qui vise en réalité à utiliser l'influence et non pas la coercition. Ça repose sur ça a une valeur stratégique, ça repose sur un principe une ligne de conduite à suivre qui est le principe d'attraction. Et ensuite, il va utiliser différents outils qui vont être la diffusion de certaines valeurs, de la culture et également à travers les institutions. Ça correspond à des politiques publiques et diplomatiques et qui va avoir un acteur principal qui va être l'État, mais l'État va être en réalité va pouvoir le manier de manière très indirecte, ce concept de soft power, puisqu'il va plutôt appartenir à la société civile et à des organismes non gouvernementaux, type les fondations, les universités et toutes les actions faites par la société civile. On se rend compte que la société civile a un rôle important et fondamental dans la diffusion du soft power parce qu'il permet un déploiement beaucoup plus rapide. Et sans la société civile, si la société civile s'en empare pas, le soft power va avoir une influence qui va être relativement limitée. Et on se rend compte, par exemple, qu'il y a énormément d'instituts dans les grandes puissances internationales qui vont avoir une institution en charge du soft power. L'Institut Confucius en Chine, en France, c'est l'Institut français, en Allemagne, c'est le Goethe-Institut, en Espagne, c'est l'Institut Cervantes, et au Royaume-Uni, c'est le British Council. Mais Nye parle de force volatile du soft power pour ces raisons. Mais du coup, comment un État peut développer son soft power ou l'orienter en tout cas ? Alors, c'est là où la difficulté elle est en fait. Parce que le problème, déjà, il y a une notion qu'il faut prendre en compte dans le soft power, c'est qu'il a une connotation qui est très positive. D'accord ? À partir du moment où le soft power, s'il est mal perçu par la société civile, s'il est perçu comme étant avec des intentions négatives, il va être perçu comme de la propagande. Donc c'est là où il faut faire le distinguo entre le soft power et la propagande, c'est que la propagande a une connotation dans le grand public qui va être négative, alors que le soft power va être quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus dilué, beaucoup moins incisif. Et si il est perçu comme de la propagande, le soft power va perdre son efficience et son efficacité. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à manier pour un État. Parce qu'il faut jouer avec la promotion de sa culture, la promotion de ses valeurs, sans pour autant être dans une logique dogmatique. Donc c'est pour ça que c'est très, très limité, mais on se rend compte que l'État a un rôle fondamental. On voit notamment aux États-Unis qu'il y a un protectionnisme culturel qui est extrêmement important. Et dans la diffusion des films d'Hollywood, par exemple, il y a une volonté de réduction des quotas. Si on prend le rapport au marché chinois, la Chine impose des quotas sur les films étrangers qui sont projetés en Chine. Et donc du coup, il y a une négociation qui va se faire après à l'échelle entre les nations pour permettre la réduction de ces quotas. Donc il y a un interventionnisme de l'État, mais l'État va être beaucoup moins présent de manière visible, si tu veux. C'est quelque chose qui va être plutôt en sous-main ou en tractation. Et du coup, est-ce que vous pensez que la dictature, ça peut, enfin, si le grand public ne l'aperçoit pas comme si incisive, on pourrait dire que c'est une forme de soft power, pas la dictature, la propagande, une forme de soft power du coup. Le soft power en soi, si on veut jouer sur les définitions, c'est bien une volonté de diffusion d'idées et de convaincre en fait par la manipulation, par la répétition et d'instaurer une croyance unique. Donc il y a bien cette idée de propagande, de diffusion de valeurs et d'idées. La seule chose, c'est qu'ici, c'est vu comme quelque chose de beaucoup moins direct, beaucoup moins marqué et quelque chose qui va être diffusé comme d'un principe d'acculturation, en fait, davantage.
Alors que c'est pas une volonté directe d'imposition d'une culture, c'est pas on vient, on s'impose, c'est plutôt on va contaminer progressivement le marché et la société avec une volonté que la population civile adopte les valeurs et le mode de vie à l'américaine. C'est exactement ce qui s'est passé par exemple avec le modèle de la société américaine idéale qu'on avait dans les pubs commerciales, etc. Une reproduction de cette mécanique-là, la belle voiture, la belle maison, le couple, les deux enfants, etc. dans un pavillon. C'est vraiment cette diffusion du modèle. Et donc du coup, c'est vrai que ça peut... c'est pour ça que c'est, en fait, on parle de pouvoir doux, en fait. C'est parce que ça se fait de manière beaucoup moins directe, beaucoup moins marquée. Alors que la propagande, c'est de la campagne de propagande. Tu n'auras jamais une campagne de soft power. Tu n'auras pas un affichage qui va te dire ça. Par contre, tu vas avoir un jeu. Si on pense par exemple à la série The Man in the High Castle aux États-Unis, dans une ville, ils avaient reproduit toute l'imagerie nazie en fait dans le métro, dans le but de choquer les gens. C'est-à-dire qu'en fait, ça avait fait un buzz, ça avait écrit les gens, et les gens se sont dit mais attendez, c'est une horreur, c'est la propagande, c'est malsain, etc. Alors qu'en fait, c'était simplement le but de faire la promotion de la série télévisée. Donc du coup, il y a un jeu qui s'est fait là-dessus et qui montre justement le rapport entre propagande et soft power. Si c'est trop évident, ça va être perçu comme une invasion. Il faut que ça soit beaucoup plus dilué. Du coup, on peut dire que quand même le libre-échange, c'est un outil essentiel du soft power. Alors le libre-échange va être de hard power, parce qu'il va être basé sur l'économie. D'accord, mais pour diffuser les produits. Alors bien sûr, après le produit, si tu veux, le produit va être un acteur du soft power, mais la logique du marché va être, la logique économique va être considérée comme de l'hard power. Si tu prends un exemple dans le cinéma, si tu veux repérer dans un film, et pardon pour les spoils, mais si vous voulez repérer dans un film qui va être le méchant, c'est celui qui n'a pas d'iPhone. Aucun méchant dans un film n'aura un iPhone. Parce que la marque américaine ne peut pas être associée avec le criminel. Donc en fait, il y a plein si vous regardez sur YouTube ou des choses comme ça, il y a plein de youtubeurs ou de jeunes qui sont amusés à décomposer et à analyser les films. Et en fait, on se rend compte que le criminel est identifiable parfois, notamment dans les thrillers, dès les premières minutes du film. Parce qu'il possède un téléphone qui n'est pas du marque iPhone. Et le placement de produits dans les films marche comme ça. Vous allez voir dans les films américains, ça va être que des marques d'ordinateurs américains, ça va être que des marques type... Enfin, ça dépend le sponsor qu'ils vont avoir, mais les voitures... par exemple, dans les James Bond, la plupart des voitures sont des marques anglaises. Parce que ça fait partie aussi de la diffusion d'une culture, d'un imaginaire qui correspond à ça. Mais les placements de produits en font partie. Le marché est un outil de la diffusion. Mais la logique économique, elle, par contre, fait partie de l'hard power. Et ce qui permet aussi de faire le lien avec ce que Fabius a défini, lui parle de puissance d'influence. Parce que lui, il s'oppose au soft power, il dit en fait que finalement la puissance diplomatique, la puissance militaire, la puissance économique ne peuvent pas être écartées et doivent être pris dans son ensemble. Nye fait vraiment la différence en disant le soft power, c'est la logique d'influence, le hard power, c'est l'argent et les armes. Et après, il a créé du coup ce qu'on appelle le smart power. Un concept qui en est né parce que justement, le smart power, c'est la symbiose idéale et habile entre le hard power et le soft power. Et surtout pour les États-Unis, parce que les États-Unis ont une puissance militaire et qu'ils en jouent et utilisent. Et la puissance économique, évidemment. J'ai une question qui peut être un peu théorique, mais vous avez par exemple Raymond Aron qui définit les relations internationales et l'espace mondial comme un lieu où il y a une absence de monopole de violence légitime. Est-ce que du coup la diffusion d'un soft power, notamment par exemple par les États-Unis, par certaines puissances, n'a pas tendance à créer, on va dire, une sorte de vision manichéenne des armées et des conflits militaires avec une légitimation plus forte de certains acteurs? Alors évidemment, si tu prends tous les films militaires, la plupart du temps, tu as une vision manichéenne dans le film. Si tu prends la plupart des films d'action, à la fin, c'est le blond américain qui sauve le monde. Si tu prends les castings, en fait, dans la plupart des films, maintenant, ça a un petit peu changé parce qu'il y a eu quand même une problématisation qui s'est faite et il y a une réflexion qui s'est menée. Et si tu prends les grands films en général, les premières personnes qui meurent sont soit les personnes d'origine asiatique, soit les personnes afro-américaines. Si tu as un afro-américain dans le casting, il va mourir en premier. C'est comme... Enfin, si tu veux, c'est dans la logique, en fait, malgré tout, hollywoodienne, etc., le héros est bien souvent un Américain blanc, d'ascendance au maximum irlandaise, hein, parce que si on veut mettre un peu
faire plaisir à certaines communautés. Donc c'est quand même très très genré et très racé malgré tout. Alors après c'est pas faut pas qu'il y ait une interprétation négative de ça, mais c'est vrai qu'on voit dans la logique des castings, dans la logique des films, cette représentation-là, le phénomène par exemple du Black Panther, le film Black Panther, ça a créé une vague d'identification aux États-Unis parce que justement c'était un conflit armé, mais sauf que les gens qui étaient identifiés avec le bien, avec la défense du territoire, avec la défense d'une identité, étaient des personnes afro-américaines, enfin surtout africaines dans le cas du Wakanda à ce moment-là. Mais donc du coup il y avait une identification qui a inversé ce rôle-là. Souvent, malheureusement, dans la culture cinématographique, dès qu'il y avait un conflit armé, on se rendait compte que c'était très stéréotypé. Aux États-Unis, les gangs sont tous des latinos ou des hispano-américains, ou alors des issus de l'immigration. Et par contre, tous les gentils en général, c'est le bon père de famille, c'est souvent Brad Pitt qui sauve le monde en réalité, c'est ça. Ou alors il y en avait un qui sauvait tout le monde, c'était Will Smith. Mais il y a Will Smith et Brad Pitt, c'est tout. Donc après, dès que tu as cet imaginaire-là, c'est ça, si tu prends... ou alors dès que ça remet en cause les films comme par exemple Apocalypse Now, ça montrait en fait la débâcle américaine, mais c'était plus en fait dans la logique de la défense de la société civile et de dire que c'était un combat inutile et que finalement la population a été sacrifiée à l'autel de la logique militaire. Mais sinon, la plupart du temps, c'est une éloge de la puissance militaire. Et tu le vois bien avec les films de Clint Eastwood, qui lui a une des valeurs très américaines, très ancrées. Il y a un phénomène d'héroïsation à chaque fois. Et c'est encore plus vrai dans les campagnes militaires, quand tu regardes les campagnes de recrutement de l'armée. Nous, nos campagnes, elles se basent plutôt sur un rapport aux jeux vidéo, sur la construction de l'individu, etc. Chez eux, c'est le sentiment national, la défense de la patrie, le sacrifice à la nation. Il y a une reconnaissance en fait de la victime qui s'est sacrifiée pour son pays. Donc évidemment. Et comment le chercheur fait, quelle position il peut prendre pour étudier une question qui est quand même large, difficile, le soft power, sans être influencé lui-même par ces éléments de culture qui viennent parce que chaque chercheur est issu de son propre pays. Joseph Nye, on a pu lire que des critiques sur, par exemple, le soft power, qui vient lui-même un concept de soft power. Comment on fait pour éviter de tomber dans des biais? Le problème du soft power, c'est que déjà, c'est un concept qui est éminemment américain. Enfin, nord-américain. Ça a été défini par les Américains, ça a été pensé en fonction du système et de sa propre culture. Mais c'était une logique pour perpétuer l'hégémonie des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, c'était la diffusion de sa propre culture. Il a été conseiller Clinton, Nye. Donc en fait, il l'a pensé en rapport à sa propre culture, à son propre pays. On voit bien que lorsque Fabius définit, lui, le terme de puissance d'influence, c'est parce qu'il résonne aussi en fonction de la spécificité de la France. C'est-à-dire que le hard power français est très peu vérifiable. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il sera beaucoup moins identifiable et beaucoup moins facilement marqué que ce que va l'être la puissance militaire américaine. La puissance française va se matérialiser et s'organiser de manière différente. Elle va rayonner sur la culture, sur le linguistique, sur la gastronomie, sur les grandes marques. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va utiliser une image de marque. La France va capitaliser sur une image de marque. Alors que les États-Unis, eux, et dans la réflexion de Nye, ils théorisent le concept de soft power parce qu'ils ont d'une côté la puissance de l'argent, la puissance militaire, et qu'en plus, ils ont une hégémonie qui est le cinéma d'Hollywood et la musique. On se rend bien compte que la puissance du cinéma et de la musique, si tu regardes dans les productions nationales, peut-être pas en Chine parce qu'il y a des quotas qui sont limités, mais sinon, tu prends le rapport avec la France, la diffusion de la musique française, elle est extrêmement limitée, ne serait-ce qu'en Europe. La musique américaine, elle est diffusée absolument dans le monde entier. Donc c'est parce qu'eux, ils ont ces trois piliers qui leur permettent d'avoir cette hégémonie mondiale. Et on voit bien que dans l'investissement par rapport à l'heure actuelle, la Chine capitalise énormément sur le cinéma. La Chine, théoriquement, alors c'était avant le confinement, mais ce qui était annoncé, c'était que ça allait devenir le premier marché mondial en termes de production cinématographique, en termes de spectateurs, en termes de production et de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que potentiellement, la diffusion des valeurs chinoises ont un outil là qui est exponentiel. Mais ils ont le problème aussi de l'implantation à l'échelle nationale. Et du coup, on leur a demandé aussi de revoir leurs quotas, de limiter. Et si tu regardes maintenant de plus en plus, la plupart des films américains ont un partenariat économique, si tu regardes les crédits, avec une maison de production chinoise. Tout simplement parce que si la production chinoise rentre dans le film,
elle permet une diffusion sur le sol national. Mais sauf qu'elle rentre à un certain nombre de capital. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, nous on accepte de produire le film, de coproduire, sauf qu'on rentre à 40, 60, et donc ça veut dire qu'on partage aussi les recettes. Et ça veut dire, et ils imposent un certain nombre de personnes dans le casting, en disant, bah voilà, nous dans le casting, il faut que, j'en sais rien, je vais peut-être dire une bêtise, mais 20% d'acteurs qui soient chinois. Il faut que 30% du film soit fait en Chine, de manière à ce qu'il y ait une logique de production de dividendes et de richesses qui reviennent pour la Chine, et qui permet en même temps une diffusion. C'est-à-dire qu'ils en avaient un peu ras-le-bol de voir qu'à chaque fois, le chinois, c'était le méchant. Et souvent, c'est ça. C'est que si tu regardes à l'époque, tu avais Chuck Norris qui se battait contre Bruce Lee, et Bruce Lee, on savait pas trop s'il était gentil ou méchant, du coup. Hein. Mais bon, on aimait mieux Bruce Lee, donc Chuck Norris, c'était moins sympa. Mais vous parliez du coup du soft power français qui s'était un peu démarqué du soft power américain avec une autre image, mais du coup il y a quand même pas mal de soft power d'autres puissances qui se sont vraiment appuyées sur le soft power américain. Par exemple, je pense au soft power indien, rien qu'avec le cinéma, donc Hollywood, avec Bollywood. Et même dans les mêmes modèles, si on regarde les films indiens, par exemple Slumdog Millionnaire, il y a le héros indien qui arrive à se hisser très haut alors qu'il part de très bas. Enfin, ça fait un peu penser au rêve américain quand même. Ah bien sûr, mais sauf que dans la théorisation qu'avait fait Joseph Nye, il n'avait pas pensé à ces puissances émergentes. Dans les années 90, lorsqu'il conceptualise le concept même de soft power, lorsqu'il le nomme en réalité, euh, les puissances émergentes n'étaient pas vues encore comme pouvant menacer en fait cette hégémonie culturelle. Et tu as raison de dire que Bollywood permet une diffusion, mais on reste malgré tout dans une perception exotique. Enfin, surtout pour nous en tant que Français et Occidentaux. Ils n'ont pas encore réussi à atteindre l'échelle du soft power américain. C'est-à-dire et on manque encore de recul. Si on prend l'Inde ou le Brésil, même le Japon, c'est difficile de voir vraiment l'influence qu'a le soft power. Le soft power américain, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a plus de 40 ans de recul pour pouvoir percevoir cette instrumentalisation. Mais c'est surtout qu'aussi la diffusion, c'est toujours encore un effet de diffusion, et c'est pour ça que le soft power américain capitalise énormément sur la culture de masse. Alors que si on prend le rapport avec la France est plutôt sur une diffusion d'une culture, une logique élitiste, enfin, ou une conception élitiste. Ça ne veut pas dire que la culture qui va être diffusée, ça va être élitiste, mais c'est une conception élitiste, c'est-à-dire les belles lettres, la réflexion, la pensée, la valeur, la langue. Nous, on insiste énormément sur la diffusion de la langue, sur la richesse, la patrimonialisation de la langue. Les États-Unis, beaucoup moins. Ça va être beaucoup plus capitalisé sur le cinéma, sur Broadway, sur la musique, le sport. Et on se rend compte que c'est ça ce qui crée des phénomènes. Un exemple en date, c'est le documentaire sur Jordan, Last Dance. Si on regarde la diffusion à l'échelle internationale, je pense que c'est un des plus gros succès de la plateforme Netflix des dernières années. Parce que il y a ce phénomène de rêve. Et Slumdog Millionnaire, tu as raison, ça fait partie de ça, mais nous, on exporte très peu. On exporte les gros succès. Je crois que les dernières en date qui s'est exporté, qui a eu la version italienne et américaine, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Mais c'est parce qu'à nouveau, on touche sur la sensibilité de l'exotisme. Pour eux, les Ch'tis aux États-Unis, c'est très exotique. Mais ils n'ont pas fait le film. Ils ont fait une version américaine du film. Encore une fois, c'est-à-dire que là, il y a une logique protectionniste de la culture. C'est-à-dire qu'on va faire un film Bienvenue chez les Ch'tis, mais Bienvenue chez les Ch'tis aux États-Unis, ça leur parlera pas. Donc ils ont joué sur le rapport, alors j'ai pas vu le film, mais Nord-Sud, Texas, New York, etc., en jouant sur les antagonismes exacerbés. Comme ça a été fait avec Intouchable, avec un remake aux États-Unis aussi. Et en plus, en conservant le duo blanc-noir. Donc, mais il y a une logique de remake en fait qui va faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois l'américain va s'approprier ce qu'il trouve marquant pour le réécrire à sa sauce. Et pour le cinéma indien, c'est sûr que ça a une influence, mais pour l'instant, moi, j'ai pas assez de recul sur ce côté-là, et en plus, je suis pas certain qu'on soit encore à l'échelle. On pourrait dire qu'on est dans un soft power qui est aussi à l'image de ces puissances, c'est-à-dire émergent. C'est plus flagrant sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le sport et sur le Qatar qui lui capitalise énormément sur le soft power, mais en investissant à l'étranger. C'est-à-dire qu'il va capitaliser il va se servir en fait du soft power pour s'approprier un marché qui va devenir la vitrine de son propre pays. Et on le voit avec le foot notamment, puisque quand ils ont racheté Paris, quand ils ont racheté des clubs, ils ont obtenu ensuite la Coupe du Monde au Qatar, qui aura lieu normalement en 2000, dans quelques années. 2022, 2022.
normalement, je crois. Et donc, du coup, on voit qu'ils ont capitalisé là-dessus. Parce qu'ils ont pas le hard power, c'est l'argent. Mais sauf qu'ils utilisent, à la limite, ce serait peut-être plus proche là du smart power. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur puissance financière en investissant dans le smart power pour montrer qu'en fait, il y a une diffusion progressive. Al Jazeera est un autre exemple. Parce que Al Jazeera est une des chaînes qui diffuse dans le monde entier. La même chose que, je crois que c'est Globo TV au Brésil, qui a une diffusion maintenant à l'échelle internationale. Donc eux, ils capitalisent davantage. Après, sur le soft power indien, j'ai pas assez de connaissances pour pouvoir vraiment te répondre. Mais je crois que ça joue plus sur l'exotisme et sur l'attrait qu'on a. Une espèce de fascination. Et dans le cas de petits groupuscules terroristes, par exemple l'État islamique, qui a beaucoup, et même d'autres groupes, Al-Qaïda, qui ont beaucoup tourné de vidéos de propagande, qui ont beaucoup diffusé sur Internet notamment, est-ce que là encore on peut parler de soft power ou on s'en écarte? Alors ça reste dans la ligne du soft power, puisqu'en fait la puissance numérique est un des éléments à prendre en compte, qui dans les années 90 était moins développé à l'époque de Joseph Nye, mais maintenant on a tendance à parler de e-diplomatie. Notamment avec la vague des printemps arabes, tous les mouvements en fait populaires et issus de la société civile qui sont diffusés et construits grâce à la puissance numérique et Internet. Donc là, on est plus dans la vague de la e-diplomatie et l'utilisation du réseau, mais le réseau numérique, la puissance numérique est effectivement un instrument du soft power. Et c'est vrai que ça va se construire et ça se diffuse encore plus. Trump est un des exemples, très important dans ce côté-là, puisque l'utilisation et la surutilisation de Twitter est effectivement une mécanique à ce moment-là. Et on voit bien que les grands groupes économiques, si Facebook rachète WhatsApp, tous les réseaux qui permettent cette diffusion, cette immédiateté, c'est parce qu'il y a une volonté aussi de contrôle et de diffusion grâce à ça. Mais ça, c'est parce qu'aussi, c'est là où ça rejoint le soft power, c'est que c'est beaucoup moins malléable pour un État, beaucoup moins saisissable que ce que peut être un réseau de canaux d'information traditionnel. La télé doit être beaucoup plus instrumentalisée, alors que sur un réseau internet, sur des journaux alternatifs, sous forme de capsules vidéo ou des interventions comme ça, là c'est vrai que c'est beaucoup moins contrôlable pour un État. Et on le voit bien lorsque les tweets du président sont faits, après les détournements qu'il y a, les mèmes qui sont créés, etc. Donc il y a l'absence de matérialité, si tu veux, de ces médias-là et l'aspect éphémère est évidemment un instrument du soft power. Puisque là, ça va dépendre de la réception de la société civile. Tu lances un tweet, si la société civile s'en empare pas, il va partir dans les lames de l'Internet et on le ressortira peut-être 10-15 ans après. Mais si tu as une immédiateté, si les gens s'en saisissent tout de suite, ça prend une vague fondamentale. Si tu prends les derniers hashtags, c'est quoi, balance ton port, etc., c'est parce que la société civile s'en est emparée que du coup il y a une réponse et que du coup ça s'est déployé. Mais ça va dépendre de la réponse de la société civile. Moi je vais pouvoir très bien lancer un hashtag. Si c'est suivi par ma mère, au maximum j'aurais fait un tweet, j'aurais un follower. Sinon derrière, si ça restera une pièce jantée dans l'eau. Ça aura pas de vague. D'accord. Donc ça va être après le phénomène de vague qui va s'en emparer. Le phénomène de la Casa de Papel, c'est exactement ça. C'est parce que quand en fait tu as un phénomène qui prend, et après du coup c'est la multiplication qui va faire que là ça va avoir une importance. Sinon c'est un coup d'épée dans l'eau. Parlons désormais peut-être du soft power français, s'il a quelques spécificités. Alors déjà ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait il s'est créé au XVIIIe siècle. En fait le soft power français, s'il n'a pas été théorisé, c'était le XVIIIe siècle. C'est la diffusion de la culture et de la langue en Europe. Donc c'était, je vais prendre mes notes pour faire un peu comme quoi j'ai travaillé. Le but c'était la manipulation des esprits, d'accord, c'est-à-dire la diffusion des lumières. Et c'est pour ça qu'encore maintenant, quand on parle, si on voit n'importe quel président, après peu importe l'utilisation qu'il va en faire, c'est-à-dire c'est pas pour rentrer dans une considération politique, mais peu importe les derniers présidents, il va toujours y avoir une revendication de cet héritage. On se place dans la lignée de la France des Lumières. D'accord, c'est face à l'obscurantisme, la logique de la société éclairée, de la société des droits de l'homme, l'abolition de l'esclavage, etc. Il y a une revendication. D'accord, c'est un héritage, on est obligé de se placer dans cette ligne-là. On va capitaliser dessus. Après, il va y avoir l'instrumentalisation qui va en être fait ou pas en être fait. Dans les articles qui sont sortis récemment, la France est la première nation dans la graduation du soft power. D'accord, il y a un classement qui est fait sur le classement de la nation du soft power, et la France est la première. Les critères qui sont utilisés, c'est l'opinion internationale qu'on se fait du pays, la puissance diplomatique, l'influence numérique et le tourisme. D'accord. En fait, la France, la particularité du soft power à la française, c'est qu'il a différents piliers. D'abord, c'est le centre culturel.
les instituts français qui sont déployés au monde entier et les alliances françaises. D'accord? Il y a, dans de nombreux pays, il y a ça. En plus, après, il y a les lycées. Il y a énormément de pays où il y a des lycées français, où la langue est développée, la langue est étudiée. Donc, il y a beaucoup d'étudiants, de lycéens de familles aisées, qui sont parfois dans des lycées français. Parce qu'il y a un aspect culturel, il y a un aspect intellectuel qui va être valorisé. Ensuite, il y a le réseau culturel. Le réseau de culture français est énormément développé. À l'échelle européenne, on a quand même une puissance qui est marquée. On a Unifrance au niveau du cinéma. Il y a Universal au niveau de la musique, qui est un des plus gros producteurs. Et on a aussi les jeux vidéo. Ubisoft, par exemple, qui permet en fait on produit beaucoup de contenu anglo-saxon ou américain, mais c'est des productions françaises. On se base principalement sur l'art, la linguistique et les universités. D'accord? Le rayonnement des universités. Le titre Paris-Sorbonne, par exemple, a un rayonnement équivalent à Oxford, Harvard, etc. On en a moins, certes, mais il y a un vrai capital. Et il y a un capital historique, surtout sur ces universités-là. On a des fers de lance, Versailles, la Bibliothèque nationale française, le Louvre. Tout à l'heure, on en parlait, le Louvre à Abu Dhabi. Pourquoi ils ont choisi le Louvre? Parce qu'il y a une image de marque. Si tu exportes le Louvre dans ton pays, ça veut dire que tu vas capitaliser. Le Louvre à Lens, c'est pareil. Il y a une volonté de capitaliser sur un territoire, mais de capitaliser derrière une image de marque. On a tous les produits de luxe. Et là, on en revient tout à l'heure à ce que tu disais, la notion de marché. LVMH, Yves Saint Laurent, Lagardère, Vivendi. Ce sont tous des groupes qui, à l'échelle internationale, ont une réputation, ont un savoir-faire, ont une qualité, etc. Et donc, du coup, le savoir-faire français va capitaliser sur cette notion de luxe, de qualité, d'historique. D'accord? Donc là, on va capitaliser sur des choses différentes. Et on a la gastronomie. La gastronomie à la française fait partie du soft power. Et bien évidemment, les gens vont vouloir venir manger au restaurant, vont vouloir venir au tourisme. La France est la première destination encore mondiale au niveau du tourisme. Donc en fait, nous, on capitalise sur ces éléments-là. C'est beaucoup plus diffus, si tu veux. On va pas capitaliser sur la musique, on va pas capitaliser sur le cinéma. Mais on va capitaliser sur des choses qui peuvent mobiliser et faire venir les gens. Le sport aussi. Les événements sportifs, les JO, par exemple, le JO 2024 à Paris vont générer de l'argent, les victoires en Coupe du Monde pour le sport français. Ça a été aussi, on a capitalisé énormément dessus, et puis sur l'inscription dans une espèce de roman national. Le glorieux défait. D'accord? La France finit toujours second, mais on est les plus beaux seconds. On capitalise même sur l'échec par rapport au sport. Et parfois on arrive à gagner. Et donc du coup là il y a un rayonnement qui va se faire, qui va créer, mais c'est souvent, on va réussir à toujours mettre sur ces valeurs-là en fait. On va capitaliser là-dessus. Et c'est là où justement Fabius parle lui de politique de puissance d'influence parce qu'il va manier l'économie avec les groupes comme Vivendi, Lagardère, LVMH, la diplomatie. Et on voit bien que Emmanuel Macron actuellement, quand il a voulu recentrer la France dans l'Europe, c'était cette valeur-là, c'est-à-dire reprendre la marche qu'il avait en disant la France est une puissance mondiale importante, une puissance diplomatique, on va intervenir dans la négociation avec le Brexit, etc. Il a voulu reprendre cette marche en avant de la France à l'échelle diplomatique. Ce qu'avait fait De Gaulle à une époque quand il s'était opposé aussi aux Américains. C'était pour dire attention, la France est une puissance culturelle, la France est une puissance diplomatique, on ne va pas s'aligner et dire amen à tout ce que disent les Américains. Je simplifie grandement l'histoire. Okay, mais dans l'idée, c'est ça. La puissance militaire, elle est reconnue, même si ce n'est pas à l'échelle équivalente avec les États-Unis, la puissance militaire française est quand même reconnue. Donc on a tout ça qui fonctionne et qui va permettre au rayonnement français d'exister aussi. Mais c'est vrai que là justement on est un peu plus dans le soft power parce que c'est un peu plus diffus, c'est un peu moins, ça fait moins propagande que ce que peuvent faire les États-Unis. Mais il existe. On a vu pendant nos recherches que quand l'exportation des comics américains a commencé dans les années 80, je crois, par là, ça a beaucoup été censuré en France à cause d'images choquantes, etc. pour la jeunesse. Et du coup, est-ce que aussi il y avait une volonté de freiner le soft power américain ou... Oui, c'était même avant les années 80 parce que dans les années 80, il y a eu un gros boom des publications des comics, où là, on a vu arriver, mais il y a eu une période où en fait ça a été francisé aussi. Certains personnages ont été francisés. Alors je me rappelle pas les noms, je pourrais pas les donner comme ça tous, mais il y en a certains où c'est vrai qu'il y a eu une volonté de limiter. Et je crois que, il me semble que déjà sous De Gaulle, il y avait une volonté de mettre en avant plutôt la production française et on va dire franco-belge,
avec des journaux qui étaient publiés pour enfants ou adolescents ou même pour adultes, mais qui allait mettre en avant la scène française. À l'époque, on parlait d'Astérix, etc., parce qu'Astérix, c'était les valeurs françaises, la résistance à l'envahisseur, et on en a fait une parabole, une métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, la résistance, c'était Astérix face justement aux comics américains. On avait tout ce qui était Prince Vaillant, il y avait réellement une volonté de résistance à cette influence de la culture américaine. Et c'est vrai que la bande dessinée, le comics américain, on a souffert pendant une période. Après, ça s'est beaucoup démocratisé. Il y a eu la revue Strange, par exemple, qui a permis de la diffusion des X-Men, etc. Mais les comics américains ont existé pendant très longtemps. Mais il y a eu un gros boom, un gros retour des comics américains en 2000 avec la sortie des films. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, les films, mis à part le Superman et le Batman de Burton qui étaient sortis, il y a eu aussi un Flash Gordon, les films, techniquement, ne permettaient pas d'adapter les univers des comics. C'est une fois qu'on a eu l'appareil technologique, et là on a vu le boom, et maintenant quasiment les plus gros succès cinématographiques, c'est les Marvel ou les Disney qui sont, enfin les Disney, pas les dessins animés, mais tout ce qui est produit par Disney, les Star Wars, etc., qui sont les plus gros succès au box-office. Mais il y a eu réellement ce mécanisme de résistance. Et De Gaulle était un des grands opposants à l'influence américaine. Par souverainisme? Pour De Gaulle ? Oui. Alors là, je vais donner mon opinion personnelle, mais je pense que c'était parce qu'il était un grand défenseur de la fierté française. D'accord. Et puis ça, je pense que là, il faudrait demander à un historien, et quelqu'un qui connaît mieux De Gaulle que moi. Alors bon, on a déjeuné nous deux fois ensemble, mais pas plus que ça. De Gaulle a cette image-là, et on le voit encore dans la construction, je disais tout à l'heure, du ruban national d'inscription, le débat qu'il y a eu avec les commémorations du 18 juin, où Emmanuel Macron a mélangé apparemment les trois De Gaulle. Et ça n'a pas plu aux historiens. Mais je crois que De Gaulle était profondément attaché à la France et à l'image de marque de la France. Après, je ne saurais pas te répondre si c'est par souverainisme, mais je pense que c'était par fierté aussi de dire la France est une nation qui compte. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France était devenue un partenaire nécessaire et inévitable. Peut-être simplement parce que la guerre avait lieu en Europe, et que du coup et que l'Allemagne de fait avait été écartée, l'Italie aussi. Donc du coup il restait Churchill et De Gaulle et Staline. Donc forcément c'était les trois grandes nations. Mais De Gaulle a su s'imposer sur la scène internationale, et son opposition à l'OTAN aussi rejoint cette logique de souverainisme certainement. Mais là je m'hasarde sur certaines réflexions et je ne saurais pas te confirmer si tout est légitime.